Salut à tous, bienvenue pour la première vidéo du Cercle en Bourse de cette rentrée 2015 où vous voyez voir beaucoup de choses au programme. Je vous ai préparé beaucoup de contenu. Donc derrière le lien qui va suivre, vous attend donc une vidéo qui fait environ 1 heure dans laquelle je décortique marché par marché l'état actuel des bourses avec ce qui s'est passé durant l'été, avec le micro-crash dû à la crise chinoise. Qu'est-ce qu'il faut en penser, quelle est mon opinion, comment ça peut évoluer, quels sont les scénarios possibles, comment un petit peu comprendre les mécanismes qui sous-tendent tout ça et comment réagir. Ça va être l'objet de la vidéo du jour et comme c'est une vidéo qui est déjà suffisamment longue, je vais vous préparer une deuxième vidéo qui sortira lundi dans laquelle on abordera donc la deuxième étape après la compréhension et on va dire mon opinion, mon analyse sur les marchés, comment réagir dans notre trading dans cette situation actuelle qui est d'une manière plus générale une situation baissière, comment ajuster son trading et je vous dévoilerai donc étape par étape et surtout en fonction de chaque stratégie que je vous propose, donc court terme, moyen terme et long terme, comment est-ce qu'on ajuste, quels sont les impacts, etc. Mais ce sera l'objet d'une deuxième vidéo qui sortira lundi parce que sinon ça aurait fait une vidéo vraiment trop longue. Donc moi ce que je vous propose c'est de me retrouver tout de suite donc pour la suite de la vidéo où je vais décortiquer, vous donner mon opinion donc marché par marché de la situation actuelle. Donc voilà, la vidéo je l'ai enregistrée hier donc c'est vraiment tout frais. J'ai regardé, c'est rien passé d'innovant depuis hier, donc on peut difficilement faire plus frais. Et voilà, donc je vous retrouve tout de suite, c'est pas la peine d'en discuter plus que ça. Si vous êtes inscrit au Cercle en Bourse, que vous avez reçu le mail par le Cercle en Bourse, vous laissez simplement continuer la vidéo, ça va se lancer. Et si vous n'êtes pas encore inscrit au Cercle en Bourse, vous avez un formulaire juste en dessous de la vidéo où vous mettez juste votre prénom et votre email pour que j'ai une adresse pour vous envoyer la vidéo et les liens d'accès surtout. Et comme ça, vous aurez accès donc, à cette vidéo qui est complètement gratuite et également à toute l'archive des vidéos du Cercle en Bourse que j'ai réalisées à ce jour. Et vous aurez ensuite également accès à toutes les nouvelles vidéos du Cercle en Bourse et vous n'aurez plus évidemment à vous inscrire pour les prochaines fois. Donc voilà, c'est complètement gratuit. Vous avez accès immédiatement. Vous mettez juste votre prénom et votre email et ça se lance juste après. Et moi, je vous retrouve dans quelques secondes. À tout de suite. Voilà, alors première chose avant d'attaquer, une petite nouveauté là sur le Cercle en Bourse, surtout par rapport à ce qui pourrait concerner des analyses, puisque vous savez c'est quelque chose que j'ai pas trop l'habitude de faire, des prédictions, des analyses de manière publique. Je donne pas trop mon opinion par rapport à ça, notamment pour des raisons un petit peu légales et tout. Donc là, je vais le faire simplement, je vais faire un rappel légal qui est un peu obligatoire et qui est important. Où donc je vous informe, chers visiteurs, abonnés, clients, lecteurs, etc., ou tout autre utilisateur, que les conseils et analyses économiques, techniques, géopolitiques, financières vous sont fournis uniquement à titre d'information et non dans le but d'effectuer des transactions ou de spéculer. Le visiteur ou l'abonné du site s'engage à avoir la capacité juridique et se reconnaît seul responsable de ses actes. De ce fait, la responsabilité de Enbourse.fr et la société qui l'édite, j'aurais pu le rajouter, de ces auteurs et analystes ne saurait être en aucun cas engagé en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou en cas de force majeure. Événement indépendant donc de la volonté de la société. Article 1148 du Code civil. Voilà, donc petit rappel légal maintenant que je vais mettre au début des vidéos du Cercle en Bourse, comme c'est quelque chose qui est public, pour qu'on se comprenne bien. Même si les gens qui me suivent depuis un certain temps savent comment je procède et puis que d'une manière un peu plus informelle, j'essaie quand même de vous rappeler que il faut vous responsabiliser et vous êtes seul maître de vos actes et de toute façon, moi je vous dis jamais quoi faire, je vous dis jamais il faut acheter ci ou il faut vendre ça. J'essaie de vous donner simplement les outils pédagogiques pour que vous puissiez analyser par vous-même les choses et prendre ensuite des décisions d'investissement qui vous correspondent. Voilà, en gros, je traduis de manière plus humaine ce qui est dit simplement sur cette petite notice légale. Voilà, on va pas y passer plus de temps et on va passer donc au sommaire où je vais un petit peu vous présenter les différentes choses, les différentes parties, éléments que je vais vous présenter donc dans cette vidéo. Je vais essayer de faire en sorte qu'elle dépasse pas 1 heure. Pour rester, pour pas trop me répéter et puis pour que vous puissiez quand même suivre parce que j'imagine que vous avez aussi d'autres choses à faire même si vous êtes probablement passionné de bourse et que vous avez envie
d'investir dessus. Donc, on va commencer par je vais commencer par faire un point global donc sur les principaux indices. Ça va me permettre voilà, de vous montrer un petit peu où est-ce qu'on en est au jour d'aujourd'hui. Donc, on est mercredi 2 septembre 2015 au moment où j'enregistre cette vidéo. Il est 14h44 exactement et donc on va faire une analyse à cette date et heure-là de comment les choses se déroulent et se sont déroulées récemment et quelle est mon opinion sur, on va dire, les différents scénarios qui peuvent en découler et comment potentiellement on peut arriver à les détecter. Ensuite, une deuxième partie qui est en fait en 3 sous-parties, ça va être comment réagir à partir de ces éléments-là et à partir de ce contexte de marché qui est un petit peu particulier avec vos stratégies qui vont être vos stratégies court terme, donc de day trading et de swing trading. Comment réagir avec vos stratégies moyen terme qui vont être des stratégies en daily et comment réagir avec vos stratégies d'investissement et donc vos stratégies plus long terme. Et donc comme ça vous permettra en fonction du type de stratégie que vous utilisez, mais vous pouvez en utiliser plusieurs, de voir un petit peu comment vous positionnez et vous verrez que c'est finalement pas si compliqué que ça. Mais simplement, il faut avoir un certain nombre de cadres et de règles à connaître en amont, avoir un plan et s'y respecter. Et à partir de là, rien d'affreux ne peut nous arriver maintenant. Voilà, petite référence à la Cité de la Peur pour ceux qui connaissent. Et on va donc basculer dans quelques secondes sur la première partie pour faire un point global sur les principaux indices mondiaux. À tout de suite. Voilà, donc la première partie, eh bien, c'est donc d'abord le point global sur les marchés. Donc ce qu'on va essayer de faire, c'est de passer un petit peu en revue, voilà, sans non plus faire une analyse, voilà, microscopique de tout ce qui s'est passé les 10 dernières années sur chaque indice, mais d'avoir une vision globale, déjà un petit peu de ce qui se passe dans les différentes parties du monde et un petit peu aussi sur ces différents aspects. Et d'autre part, de commencer par ça parce que c'est important d'avoir du recul. En fait, quand vous voulez chercher à faire une analyse boursière, commencez toujours par prendre du recul à la fois d'un point de vue temporel mais aussi d'un point de vue géographique, c'est-à-dire qu'on élargit le scope au maximum pour essayer de comprendre un petit peu la direction globale et la tendance globale. Et une fois qu'on a compris les mécaniques de base de ce qui sous-tend un marché ou des marchés à un temps donné, ensuite, on peut passer à la stratégie et adapter une stratégie en fonction de ce contexte-là. Donc ça se fait toujours dans ce sens-là et pas dans l'autre sens. Ça permet vraiment d'être plus à l'aise et de comprendre un petit peu certains mouvements qui auraient pu nous échapper sinon. Donc on va respecter cette logique-là dans la vidéo, c'est celle que j'utilise moi quotidiennement donc sur les marchés. Je commence toujours par prendre du recul et puis ensuite j'adapte un petit peu et je regarde de manière plus précise soit géographiquement, soit temporellement, soit les deux, ce qui m'intéresse et j'ajuste ma ou mes stratégies en fonction. Donc en gros, pour couvrir, on va dire, la manière la plus globale possible, j'ai fait un choix. Ce choix est purement arbitraire, il me convient bien parce que je trouve que ça couvre, on va dire, tous les piliers vraiment sur lesquels il se passe des choses intéressantes et qui vont avoir un impact direct sur le reste des bourses et des sous-éléments boursiers. Regardez au niveau d'abord du marché US. Ce que fait le Dow Jones et le Nasdaq. Donc en gros, ce qui est non technologique et ce qui est technologique, on couvre comme ça 95% de l'action au niveau donc stock américain. Et donc, fatalement, on a une bonne représentation de l'économie américaine. Ensuite, on passe sur les marchés européens. Donc, j'ai choisi pareil arbitrairement le CAC 40 parce que bon, voilà, je suis en France, je suis français, donc ça m'intéresse. Et le DAX, qui est quand même la bourse allemande, qui est quand même la première économie d'Europe. Donc, c'est quand même pas inutile de regarder ce qui s'y passe. Au niveau de l'Asie, choix aussi particulier, mais je vais vous expliquer dans quelques secondes. Ça, c'est quelque chose que je vais rajouter, que je ne faisais pas jusqu'à présent. Et puis, je me suis rendu compte quand même, surtout avec ce qui s'est passé cet été, que maintenant, même quand on fait du trading en dehors de la zone Asie, même si on ne travaille pas du tout sur des valeurs ou des sociétés qui ont une dépendance du marché chinois, même si nous, c'est les actions françaises qui nous intéressent ou les actions américaines, ou en forex, l'euro-dollar et pas des devises qui sont liées à l'Asie, etc.
on peut plus se permettre d'ignorer l'Asie et surtout la Chine. Pourquoi je dis surtout la Chine et pourquoi est-ce que j'ai choisi la Chine? Alors ça pourrait sembler logique, il y a deux niveaux de logique. La première logique, c'est qu'évidemment, la première économie asiatique, bah, c'est la Chine. Si on veut résumer et pas passer 10 ans à regarder toutes les économies de tous les pays asiatiques et qu'on veut juste avoir une vision globale rapide, autant prendre la plus grosse de toutes. La deuxième chose aussi, c'est que la facilité, ça pourrait être de prendre le Japon. Pourquoi ce serait la facilité? Parce que c'est plus facilement accessible chez les courtiers, c'est plus facilement accessible sur la plupart des logiciels de chartisme, en tout cas les plus connus, à travers le Nikkei, voilà, qui est l'indice de la bourse japonaise. Le problème, c'est que ça ne serait pas représentatif de la bourse asiatique, malgré le fait que le Japon, c'est la troisième économie mondiale, si je dis pas de bêtises. Donc États-Unis, Chine, Japon, Allemagne, France, un truc comme ça, et ensuite Angleterre. J'en ai peut-être inversé deux, mais bon, on est à peu près bon. Parce que le Japon est un petit peu en dehors, de certaine façon, de l'économie asiatique, et plus calqué sur une économie et les marchés occidentaux. Comme le Japon, ça a été vraiment la première économie développée au niveau économique mondial de l'Asie, et qu'ils ont des liens très particuliers, notamment avec les États-Unis. En gros, vous regardez la courbe de ce que se fait la bourse japonaise et de ce que se fait la bourse américaine, et vous allez pouvoir les superposer. C'est également vrai pour les marchés européens. En revanche, là où c'est doublement intéressant, donc du coup, de choisir la Chine, même si c'est pas pratique parce que c'est pas dispo, notamment sur ProRealTime, donc je vais être obligé d'aller sur un site pour vous montrer donc l'évolution de l'indice. C'est quand même nettement plus représentatif. Et si vous voulez inclure dans votre réflexion globale le poids de l'Asie, le mieux c'est quand même de prendre la Chine, surtout avec ce qui s'est passé récemment. On voit que maintenant les corrélations sont importantes, même si elles ne sont pas du tout identiques. C'est-à-dire que il y a une influence mutuelle, mais ça ne réagit pas du tout de la même façon, et c'est ça qui est intéressant. Et enfin, pour faire un point plus global sur ce qui n'est pas les actions, on peut assez facilement résumer la situation en regardant ce que fait l'or, ce que fait le pétrole et ce que fait le taux de change euro-dollar. Donc vous voyez qu'avec ces quelques éléments-là, vous n'allez pas y passer, c'est pas la peine de refaire l'analyse tous les jours, mais vous pouvez la faire une fois toutes les semaines ou tous les 15 jours. Vous passez en revue ces quelques éléments-là que je viens de vous présenter ici, et ça vous permettra toujours de garder ce recul, même quand vous faites du scalping. Même quand vous faites du scalping et que vous allez fermer votre position 15 minutes après l'avoir ouvert. Regardez ça une ou deux fois par mois, c'est pas du luxe, et d'ailleurs c'est quelque chose qu'on fait à chaque trading room, hein, pour ceux que ça intéresse. Donc la trading room, vous allez sur la page des formations, vous pouvez vous inscrire donc au service le trading room. Vous achetez une seule fois et après vous avez un accès à vie. C'est pas un abonnement, c'est un paiement unique, et vous aurez accès à vie à toutes les trading rooms mensuelles que je fais en live, et donc c'est quelque chose dans les trading rooms qu'on fait mensuellement, justement pour avoir cette vision là et ce recul là. Bon bah voilà, sans plus attendre, on va commencer à passer sur les graphiques. À tout de suite. Voilà, donc on va commencer, donc comme vous pouvez le voir, ou pas forcément parce que je crois que vous voyez pas tout à fait le haut de mon écran, mais bon, pour ceux qui ont le regard le plus affûté, il s'agit donc du Dow Jones Industrial Average. Donc je l'ai pas précisé là dans le sujet avant. Certains considèrent que le S&P est plus représentatif, hein, englobe plus de volume économique que le Dow Jones. Ça n'a pas une grande importance parce que les deux courbes font quasiment exactement la même chose, donc ça n'apporte pas grand chose à la réflexion et à l'analyse de faire les deux séparément, puisque leur comportement est toujours quasiment identique, même si c'est pas à la même échelle. Même avec le Nasdaq aussi, les similarités sont quand même très très fortes, mais vu que ça englobe une autre type d'économie américaine, ça peut être intéressant de quand même différencier les deux. Donc on est sur le Dow Jones. La première chose qu'on peut constater quand on regarde ce graphique, c'est que certes, vu comme ça peut un petit peu faire peur. Ça peut un petit peu faire peur, et c'est sûr que je vous cache pas que les médias économiques et même les médias tout court
même ceux qui n'y connaissent rien. Enfin, on va dire que les médias économiques n'y connaissent pas forcément grand-chose non plus, mais bon, bref, c'est un autre débat. Ça peut un petit peu faire peur, et c'est sûr que c'est toujours amplifié, surtout en France, avec le sensationnalisme. On va tous mourir, c'est la fin du monde, c'est horrible, on va jamais y arriver, on va jamais s'en sortir, etc. Donc c'est certain que la chute qui est là est quand même assez impressionnante et assez vertigineuse. Je vais vous expliquer qu'il ne faut pas forcément toujours en déduire que ça y est, on est en crash, que ça y est, ça va vraiment refaire comme c'était en 2007 ou comme c'était en 2001. Il est trop tôt pour encore aujourd'hui dire, enfin en tout cas en ce qui me concerne, s'il s'agit d'une grosse correction ou s'il s'agit vraiment d'une orientation, on va dire, plus long terme à la baisse. Mais en tout cas, on ne peut pas aujourd'hui le déduire juste avec ce qu'on voit là, contrairement à ce qu'on peut entendre par-ci par-là. La première chose que je voudrais vous montrer par rapport à ce graphique, c'est toujours la même chose, c'est prendre du recul, du recul, du recul. Donc là, on a l'impression qu'on a vraiment reperdu beaucoup de ce qui avait été gagné. Il suffit juste de dézoomer un petit peu pour mettre en contexte. Voilà. Donc là, j'ai juste dézoomé un petit peu, pas tant que ça. Hein. Vous voyez que là, je fais démarrer le graphique à 2009. Donc voilà, je ne fais pas démarrer le graphique à 1987, quoi. Et vous voyez que là, la chute qui est ici, qui paraissait vraiment impressionnante il y a quelques secondes, nous paraît quand même beaucoup plus modérée au regard de la progression, on va dire, des 5 dernières années. Et on pourrait encore considérer, au vu de certaines corrections comme celle-ci, alors après je peux m'amuser un petit peu si vous voulez, voilà, ça c'est le fond de marché. Voilà, je dézoome encore un petit peu. Là on est sur le haut de marché. On a eu donc la crise des subprimes qui est passée par là, le fond de marché en mars 2009. Donc depuis ce fond de marché là, des corrections qui sont un peu significatives, il y en a eu une ici. Éventuellement voilà des petites ici, il y a eu quelque chose d'un petit peu, voilà, j'ai pas forcément le net ici parce que ça va vraiment pour mon graphique, quelque chose ici aussi ici, et puis évidemment celle dans laquelle on est actuellement. Donc une chose par rapport à ces, donc on voit déjà que on est encore dans une amplitude de correction de marché par rapport à ce qui a pu se passer depuis la reprise. Certains pourraient arguer qu'il s'agit quand même de la plus forte correction depuis le fond de marché parce que celles-ci en amplitude paraissent moins hautes que celles-ci. C'est le cas, simplement je voudrais rappeler une petite chose quand vous calculez comme ça, c'est qu'à l'époque où il y a eu cette correction, le futur n'existait pas encore. Le futur n'existait pas encore, c'est-à-dire que la hausse suivante n'existait pas encore et on se retrouvait ici. Et si vous faites le ratio entre cette hauteur-là, alors qu'est-ce que je peux prendre pour vous montrer le truc? Voilà, si vous faites voilà, le ratio entre cette hauteur-là qui représente donc 98% et cette hauteur-là qui représente donc la correction, on voit que ça fait à peu près 20% donc de repris, ce qui est vraiment énorme. Et si on fait la même chose, je pense que vous avez compris où je voulais en venir, relativement à ça, on va se retrouver avec quelque chose du type 16 pour 184, donc ça veut dire deux fois c'est-à-dire qu'en fait cette correction là relativement à la progression précédente est deux fois moins importante que celle-ci, malgré le fait qu'en hauteur évidemment en hauteur absolue elle est plus haute, mais en hauteur relative en fait elle est encore beaucoup moins importante. Donc voilà des éléments, alors je vais virer ça, qui nous permettent de relativiser un petit peu, juste en dézoomant un petit peu le graphique, ce qui est en train de se passer. Ça permet simplement, ça ne veut pas dire, je ne suis pas en train de prendre parti là, je ne suis pas en train de vous dire, non, il ne s'agit pas d'une crise, et oui, il s'agit seulement d'une correction. Je suis simplement en train de vous dire que il ne faut pas céder trop vite à la panique. Une raison par défaut statistique pour laquelle je vous dis ça, c'est que croire qu'on a démarré sur un nouveau marché baissier, si vous pensez ça par défaut à chaque fois qu'il y a une baisse, vous allez avoir tort beaucoup plus souvent que vous n'allez avoir raison en étant pessimiste. Alors que si vous êtes par défaut optimiste, c'est certes un biais, les deux sont des biais psychologiques, mais si votre biais psychologique est par défaut optimiste, eh bien en fait, statistiquement, vous allez avoir beaucoup plus raison, tout simplement parce que dans l'histoire de la bourse,
eh bien, les moments où la bourse est en train de monter représentent 80 ou 90% du temps, et les moments où la bourse est en train de baisser représentent les 5 ou 10% restants. Donc, ne serait-ce que pour ce simple constat statistique, c'est pas forcément opportun d'être trop rapidement pessimiste et de trop rapidement penser qu'on est soit dans un crash, soit dans un marché baissier. Voilà, donc la première chose que je voulais dire par rapport à ça. Donc là, ce que je viens de vous dire, simplement, c'était pas spécifiquement voilà l'analyse, c'est pas valable que pour le Dow Jones, ce que je viens de vous dire là, c'était une sorte d'introduction sur ma réflexion déjà sur ce micro crash qui s'est passé donc durant ce mois d'août suite aux mauvaises nouvelles économiques chinoises. Je vais pas faire d'analyse macroéconomique. Il y a des gens déjà qui font ça beaucoup mieux que moi, expliquer le pourquoi du comment, des relations, voilà, des balances commerciales entre la Chine et les États-Unis, entre la Chine et l'Europe, etc. Les raisons du baisse du marché chinois, le problème aussi de l'industrie chinoise qui s'est mise elle-même à délocaliser, c'est-à-dire que pendant très longtemps, alors je fais juste une petite aparté de 2 secondes, mais voilà, en gros pour résumer, l'industrie chinoise, enfin tel que je le vois moi encore une fois, l'industrie chinoise qui a été longtemps, voilà, comme on disait, l'atelier du monde, tout simplement parce que les industries, les économies, les pays développés délocalisé en Chine, donc tout ce qu'ils voulaient ou ne pouvait pas faire. Donc du coup, ça a créé une croissance industrielle en Chine qui était très très forte et qui a soutenu le marché très longtemps. Le problème, c'est que la Chine étant elle-même en train, avec tout l'argent qu'elle a gagné, elle-même en train de devenir un pays développé, eh ben elle se met à faire la même chose que nous à l'époque, c'est-à-dire qu'elle se met elle aussi, elle a plus envie de faire ça, et elle se met elle aussi à délocaliser le travail, enfin la main-d'œuvre qui est faiblement qualifiée. Notamment en Inde, notamment en Afrique, etc. Au Pakistan, au Bangladesh, enfin, etc. Mais surtout l'Inde en fait. Hein. D'ailleurs l'Inde, moi je m'y intéresse pas du tout, mais on pourrait s'y intéresser parce que je pense qu'il y a des bons coups à faire sur cette économie-là actuellement. Bref, la Chine devenant elle-même un pays développé et se mettant elle-même à délocaliser, forcément son industrie est en train de un petit peu faire ralentir. Et du coup, eh bien, forcément, ça a un impact sur son économie et ça panique un petit peu le reste de la planète. Ça pourrait expliquer beaucoup mieux que ça, mais en gros, pour résumer en 2 secondes, voilà en gros ce qui est en train de se passer actuellement. Et étant donné que les bourses sont toujours un petit peu la boussole et le reflet de ce qui se passe au niveau économique dans le monde, même si les réactions sur les marchés boursiers sont parfois exagérées, parfois amplifiées, il y a toujours un fond de vérité et ça finit toujours par revenir en plus à l'équilibre. Voilà en gros, mais ça m'intéresse pas plus que ça de toute façon de comprendre plus précisément que ça le pourquoi du comment. Moi, ce qui m'intéresse, c'est comment ça se passe sur le marché boursier, comment est-ce que je l'interprète et surtout qu'est-ce que je peux faire avec ça, qu'est-ce que je peux en tirer. Parce que finalement, passer du temps à comprendre exactement les mécanismes économiques qui font que les acteurs vont réagir comme ça et que ça va finalement donner ça sur le prix, ça va pas m'avancer, ça va pas faire avancer ma réflexion dans ma stratégie de trading, c'est-à-dire à quel moment est-ce que je prends position, combien est-ce que j'y mets, quand est-ce que je sors, comment est-ce que je verrouille mes gains, etc. etc. Il y a des choses au niveau de l'étude du prix qui seront beaucoup plus pertinentes, tout simplement parce que la bourse a sa vie propre et réagit d'une manière très personnelle à ce qui se passe au niveau économique. Donc autant regarder directement l'information première qui va nous concerner. Donc voilà, je finis avec les apartés, mais bon, ça me permet quand même de bien que vous compreniez bien ce que je dis après sur les différentes choses. Donc au niveau plus précisément du Dow Jones, ce qui est intéressant déjà, c'est que cette chute brutale-là, pour ceux qui ont suivi mes stratégies, elle était relativement, enfin c'était assez facile d'entrer en position dessus, même si je le conseillais pas forcément, étant donné que c'était l'été, que je vous conseille de ne pas trader l'été parce qu'il se passe des choses bizarres, qu'il y a des problèmes de liquidité et qu'en plus il faut vous reposer, etc. Voilà, il y avait moyen potentiellement en swing trading de surfer dessus.
Ce que je voulais dire simplement par rapport à ça qui est intéressant, au-delà de tout ce que j'ai dit déjà au niveau de la relativité et tout, c'est cette zone-là, ici, sur lequel le prix est fortement rebondi, même si là il est en train de repartir à nouveau à la baisse, je ne sais pas jusqu'où ça va aller encore. Il y a pas mal d'éléments qui viennent converger. Vous savez que le trading, c'est toujours chercher des indices, mais c'est surtout chercher un cumul d'indices. Donc quand vous avez un indice isolé, il vaut mieux éviter d'en tenir compte. Par contre, quand vous avez plusieurs indices qui se mettent à dire exactement la même chose au même moment, là, ça peut commencer à être intéressant. Donc cumul d'indices ici. Vous voyez qu'on avait déjà une zone ici de support qui était en place, donc que je peux même d'ailleurs étendre un petit peu, voilà, comme ceci, même juste ceci d'ailleurs qui était précédemment une résistance. Donc c'est intéressant, je vais lui faire prendre un peu plus de recul, voilà, comme ça. Donc qui était selon comme on le perçoit comme un pivot ou comme plus récemment donc une zone de support. Donc ça c'est le premier indice. Deuxième indice par rapport à cette zone de rebond là, vous voyez cette droite qui est ici, qui pouvait s'appuyer sur 3 points, voire même 4 points ici, qui étaient déjà facilement traçables. Et à partir du moment où ça s'est mis à dégringoler, c'est intéressant d'aller regarder ces points-là et regarder comment le prix réagit sur ces points-là. Là visiblement, donc voilà, on a eu un cumul de facteurs, on peut même avec celui-ci, vous voyez, commencer à avoir un troisième point ici, même si c'est encore un petit peu tôt, et voir comment le prix va réagir en revenant dans cette zone-là, s'il y revient, ou s'il il continue de corriger. Donc là, en gros, moi je ne suis pas devin, je vais simplement voir un petit peu comment ça va évoluer et ajuster mon trading accordément. Donc ça, je vous en parlerai dans la deuxième partie. Donc en gros, ici, soit ça revient dessus, et dans ce cas-là, on va essayer de voir si ça rebondit. Alors, ce que je peux faire, c'est le mettre en vert. Si ça rebondit sur cette zone-là, ça va être intéressant. Ou alors, si au contraire, dans cette zone-là, eh bien, ça franchit de manière assez franche, c'est le cas de le dire. Et dans ce cas-là, ça va être intéressant de commencer un petit peu à travailler en considérant qu'on est sur un marché boursier baissier qui n'est plus un marché baissier court terme mais qui est en train de s'engager sur un marché boursier moyen terme. Ce qui est, de mon opinion, probable qui pourrait se passer là sur l'automne, c'est de travailler dans une zone, on va dire, un petit peu moribonde, en range, qui serait un range, alors je vais prendre du bleu plutôt, ce sera mieux, qui se passerait, voilà, on prend les deux extrêmes là, entre le début de la chute et la fin de la chute. On avance un petit peu, vous voyez, comme ça, pendant, on va dire, quelques mois, et ça nous donne une zone de travail intéressante, dans lequel il peut y avoir des rebonds, c'est-à-dire que ça peut faire un range, ça peut atteindre des points hauts, puis des points bas, puis des points hauts, puis des points bas, comme ça s'est passé dans cette période-là. C'est assez probable parce que là je vois pas dans le comportement et un petit peu voilà, dans les opinions économiques des uns et des autres un méga crash, le début d'un méga crash, mais plutôt une correction d'un marché qui a poussé probablement un petit peu trop fort, et c'est vrai ça fait longtemps qu'il n'y avait pas eu de vraie correction, et une consolidation dans une zone entre guillemets qui est un petit peu plus raisonnable par rapport à ce que fait l'économie réelle en ce moment. Donc voilà ce que je pouvais dire au niveau du Dow Jones. Et on va passer donc maintenant au Nasdaq où ça va aller beaucoup plus vite parce qu'il s'est passé globalement à peu près la même chose. Voilà, donc on passe maintenant au Nasdaq. Si on prend un peu de recul, on voit que c'est quand même sensiblement identique. Alors là, j'arrive pas à remonter plus que ça, mais bon, en gros, on n'était pas loin du bas de marché. Ça a poussé, il y a eu quelques corrections, rien d'absolument énorme depuis quand même assez longtemps, même s'il y a eu ces deux zones-là. Le problème de cette zone-là, c'est que même si la correction peut sembler correcte, le problème c'est que ça a recompensé immédiatement. Donc du coup, vu que ça n'a pas le temps de stabiliser sur une zone basse par rapport à un point haut, c'est pas une vraie correction. C'est pas une vraie correction parce que le marché, il n'y a pas un équilibrage d'offres et demandes qui a le temps de se faire à un nouveau niveau pendant un temps suffisamment long pour que ça permette de réintégrer, on va dire, un niveau plus réaliste par rapport à l'économie réelle. Surtout sur celui-là. Sur celui-là, bon voilà, c'est un petit peu zigzagué, mais ça a quand même duré pas très longtemps. Donc en tout cas, ce serait bien
que cette zone-là, qui a un fort décalage, on avance sur une zone horizontale pendant un petit peu plus longtemps. Mais ça n'empêche pas la volatilité et ça n'empêche pas de faire des bons coups parce que ça peut très bien évoluer. Alors là, je vais prendre, je sais pas, du blanc, voilà, je m'emmerderai moins. Ça peut très bien évoluer, vous voyez, comme ça, en faisant des gros swings, mais qui finalement n'ont pas vraiment de direction. Donc il peut y avoir l'action, il peut y avoir des opportunités au niveau de trading court-moyen terme, on va dire. Voilà, ça n'empêche pas le marché pour revenir à un niveau où il y a des recompensations qui vont se faire, tout en pouvant continuer de trouver des opportunités sur le marché. Donc n'ayez pas cette opinion un petit peu préconçue qu'on ne peut gagner de l'argent en bourse et on peut gagner sur les marchés boursiers que quand les actions montent. On peut aussi gagner de l'argent quand le marché stabilise et on peut aussi gagner de l'argent quand le marché baisse. Et en réalité, le moment où il est le plus facile finalement de gagner de l'argent, c'est quand le marché baisse et qui baisse fortement, mais je vous expliquerai pourquoi dans la seconde partie de la vidéo par rapport à l'adaptation des différents types de stratégies. Voilà, je n'ai pas passé plus de temps que ça sur le Nasdaq parce que sinon c'est à peu près similaire à ce que j'ai dit sur le Dow Jones. Et puis on va essayer d'avancer un petit peu plus vite sur les autres indices maintenant que vous avez compris un petit peu les préceptes de base et la logique. Donc qu'est-ce que j'avais dit ensuite? Donc marché EU, CAC et DAX. Alors, je vais essayer de switcher ça là. Voilà. Donc là, on est sur le CAC 40. Donc, le marché européen a tendance à faire quelque chose de similaire au marché US, mais toujours en moins bon et quand même avec certains comportements qui peuvent parfois un petit peu différer. Et il va y avoir certains états qui peuvent un petit peu différer. Si on prend du recul sur le CAC 40, alors pareil, là, j'arrive pas à remonter. Ah oui, c'est parce que je suis à 1000 unités, pardon. Voilà. Donc là, on a un bas de marché qui est mars 2009 aussi, mais vous voyez qu'on a une progression globale qui n'a rien à voir avec celle du marché américain. Alors une petite parenthèse encore, mais désolé, je fais plein de parenthèses, mais c'est des infos importantes si vous ne les connaissez pas. On pourrait penser que la progression là qu'on a du CAC 40 et donc de l'économie française par rapport à l'économie américaine est vraiment, vraiment très très mauvaise par rapport à sa frontière européenne, puisqu'on n'a pas réussi à battre le niveau de 2007 et que du coup on est vraiment sur une tendance identique mais qui est vraiment 10 ou 20 fois inférieure en termes de remontée de ce qu'a fait l'économie américaine. Il y a un fond de vérité, mais seulement un fond de vérité parce que l'indice français, contrairement à tous les autres indices de la planète à ma connaissance, je ne sais pas pourquoi l'indice français est calculé comme ça, c'est complètement con, mais bon c'est comme ça, c'est bien français d'ailleurs, n'inclut pas les dividendes. C'est-à-dire que dans le calcul des points d'indice des indices américains, anglais, allemands, Asie je sais pas, mais probablement aussi, ça inclut le réinvestissement des dividendes et en France on n'inclut pas le réinvestissement des dividendes qui font pourtant partie réellement de la performance boursière de manière la plus directe qui soit. C'est pas réinvesti, du coup les progressions sont surtout à la hausse du coup parce que les dividendes c'est à la hausse, hein. Enfin ça fait du positif, il n'y a pas de dividendes négatifs, soit on donne rien soit on donne quelque chose mais on reprend pas de l'argent aux actionnaires heureusement, en tout cas pas dans les dividendes, et bien du coup ça fait des progressions qui sont beaucoup moins fortes. Donc en réalité, si on réinvestissait les dividendes, là on aurait une courbe qui serait quand même beaucoup plus optimiste et beaucoup plus orientée à la hausse. D'ailleurs, il existe un indice CAC 40, dividendes réinvestis, c'est CAC-GR, je crois, si je ne dis pas de bêtises, un truc comme ça, qui est plus intéressant si vous voulez comparer l'économie française avec une autre. Mais bon, comme le CAC 40, c'est quand même celui qui est le plus regardé, je fais mon analyse sur celui-là en ce qui nous concerne, en tout cas aujourd'hui. Donc vous voyez que on a eu quasiment 2 fonds de marché contrairement aux États-Unis où il y avait eu un seul, donc ça c'est une spécificité. Là ici on a une correction qui a été beaucoup plus importante du coup une des conséquences aussi de ça c'est que quand ça se casse la gueule, ça se casse le gueule relativement beaucoup moins fort qu'aux États-Unis, comme ça s'est passé ici. Là on est revenu sur les niveaux. Vous voyez, sur le Dow Jones, on était revenu sur les niveaux d'il y a environ septembre-octobre dernier, alors que là, la correction qui est donc la même, nous fait revenir sur les niveaux de janvier dernier. Donc, c'est-à-dire que la correction
nous fait revenir moins loin en arrière en termes de progression que ce qui s'est passé aux États-Unis. C'est un des maigres avantages d'avoir une économie un peu moins forte, c'est que quand ça se casse la figure, bah forcément l'amplitude, elle aussi, elle est limitée à la hausse, mais elle est logiquement et mécaniquement aussi un peu plus limitée quand ça va à la baisse. En tout cas, sur cette situation-là, c'est comme ça que ça s'est produit. Sinon, en termes de comportement, c'est pareil, hein, il y avait des moyens d'entrer en position à plusieurs reprises sur cette baisse-là, même si encore une fois, je ne vous le recommande pas, je vous recommande pas de trader l'été parce qu'il se passe des trucs un peu bizarres. Et d'ailleurs, il y a souvent d'ailleurs des corrections l'été. Je l'avais dit, vous pouvez reprendre ce que j'ai dit au début de l'été, dans ma dernière vidéo de l'été, où je vous disais, je vous conseille de ne pas trader l'été, je ne vais pas trader cet été. Et je vous avais dit que souvent il se passait des choses bizarres et qu'il y avait souvent des corrections parce qu'il y avait aussi souvent des prises de profit durant l'été. Et vous voyez, ça a pas. Vous pouvez rechercher la vidéo de début de l'été, vous verrez que c'est bien ce que j'ai dit. Et d'ailleurs, bah, ça s'est complètement confirmé. Voilà, je dis pas que voilà, j'ai tout le temps raison et que tout ce que je prédis, enfin toutes mes opinions sur comment ça va se passer sont forcément vraies. Mais bon, en l'occurrence, quand c'est le cas, je vais pas me priver de le préciser. Voilà, donc pareil avec une zone voilà, une analyse technique qui est assez similaire à ce qu'on trouvait sur les marchés US, avec cette zone de résistance qui devient une zone de support. Avec des points comme ça de rebond sur une zone, sur des tracés de droite qu'on avait déjà en place sur 2 ou 3 points. En l'occurrence ici seulement 2 points. Et à partir de là, bah, on va essayer de travailler avec donc cette nouvelle droite là. Alors ici, j'ai choisi volontairement d'ignorer. D'habitude, je conseille de ne pas traverser le prix avec les droites de tendance, étant donné que là, on était sur un mouvement très très impulsif qui s'est pas forcément déroulé, on va dire en termes de liquidité dans des conditions idéales, surtout que c'était encore bah, la fin de l'été. On peut avoir une zone de tolérance dans cette situation et dans cette situation-là uniquement, et considérer qu'ici on a une sorte quand même de point d'appui sur lequel on peut compter et sur lequel on peut projeter le comportement de la courbe par la suite. En tout cas, étudier le comportement de la courbe sur ce point d'appui-là dans le futur et voir comment ça va se comporter. Est-ce qu'on va avoir des opportunités pour repartir à la hausse, et donc dans ce cas-là, les stratégies swing trading vont être à la fête, ou est-ce que ça va carrément partir à la baisse, et dans ce cas-là, les stratégies, enfin swing trading, pardon, les stratégies daily moyen terme, je corrige ce que je viens de dire, daily moyen terme, qu'il faudra mettre en pause, mais encore une fois, je vais vous en reparler. Donc là, en gros, attendons de voir ce qui se passe par rapport à cette zone-là. Attendons de voir comment le prix se comporte, et puis surtout de voir un petit peu s'il y a une forme de consolidation dans cette zone-là, et si oui, quelle va être la forme de la consolidation. Vous savez que Warren Buffett dit on n'attrape pas un couteau qui tombe, donc cette zone-là, c'est clairement un couteau qui est en train de tomber. Donc c'est pas la peine d'anticiper de faire trop d'analyses dans une situation où le prix n'a pas encore stabilisé, parce que c'est très très difficile de trouver des points fiables sur lesquels on puisse s'appuyer pour faire des analyses graphiques. Mais évidemment, voilà, je peux pas non plus tout vous dévoiler sur une vidéo publique, parce que c'est des choses que j'explique mieux évidemment dans mes formations, dans lesquelles j'explique un petit peu en fonction de vos besoins mes différentes stratégies d'investissement. On va passer au DAX rapidement aussi, qui ressemble quand même pas mal à l'indice français, simplement dans des amplitudes qui sont plus importantes et un petit peu plus optimistes aussi. Ce qui est marrant avec le DAX, pour ceux qui ont le coup d'œil, c'est que la courbe qu'on voit là, c'est exactement le niveau, la moyenne entre ce qu'on a vu sur la courbe française et ce qu'on a vu sur la courbe américaine. Si on superpose les trois, vous allez avoir comme ça un truc très similaire mais un peu plus bas avec la France. Vous allez avoir un truc beaucoup plus optimiste et plus régulier avec les États-Unis, et vous allez avoir le DAX qui est à mi-chemin en termes de ressemblance avec les deux. On va dire que le DAX prend du comportement américain une puissance à la montée, une amplitude à la montée plus importante, et prend au comportement français, vous voyez ces deux fonds de marché qu'on a là ici, et cette zone de stabilisation ici qui est vraiment typique à l'Europe, qui n'a pas vraiment été connue aux États-Unis. Voilà, donc c'est assez rigolo, et d'ailleurs c'est intéressant, le DAX
est très intéressant à trader, surtout en court et en moyen terme. En swing trading, c'est vraiment un bonheur de trader le DAX, même en scalping d'ailleurs, parce que c'est un indice, c'est une courbe qui est vraiment très lisible, avec très peu de faux signaux, et sur lesquels ben, les pronostics graphiques fonctionnent quand même assez bien généralement. Que dire? Bah voilà, pareil, correction qui fait revenir au niveau de janvier comme avec l'indice français. Ici, pareil, on revient dans une zone ici, c'est encore plus flagrant sur celui-là que sur le graphique français, qu'on revient, vous voyez, dans cette zone-là. On revient dans cette zone-là, donc, mais là, voilà, on est vraiment sur une zone où on ne peut pas encore faire de déduction. Et là c'est bien représenté ici. On est pile sur le niveau d'incertitude. Donc, c'est pas la peine de trop projeter. Ça va très rapidement se décanter. Et je dirais dans les 2 à 3 prochaines semaines, ça va être beaucoup plus facile de se faire une opinion sur est-ce qu'on réintègre cette zone-là, est-ce qu'on repart plutôt vers cette zone-là, en gros. Voilà. C'est des choses qu'on va pouvoir déduire aussi. Vous pouvez faire l'analyse uniquement sur le DAX si vous le voulez parce que c'est beaucoup plus lisible. Et ensuite, projeter ça sur l'économie française, par exemple sur le CAC 40, qui est un peu moins lisible, mais qui va avoir finalement un comportement similaire. Ensuite, la suite. Donc, ah oui, je voulais faire un petit point sur l'Asie. Donc, comme je l'ai expliqué avec la Chine. Voilà, donc on passe maintenant donc, au Shanghai Composite, donc, qui est l'indice boursier phare de la bourse chinoise, comme je l'expliquais le choix par ailleurs, auquel j'ai pas accès sur mon logiciel. Donc c'est pour ça que je l'ai pris sur une page internet, même si je pourrais pas faire de tracé. Ça permet déjà un petit peu de regarder le comportement. Donc vous voyez que c'est quelque chose d'assez différent de ce qui s'est passé sur les bourses occidentales, donc européennes et américaines, et qui d'ailleurs est quelque chose d'assez différent aussi, comme je vous disais, des bourses notamment japonaises. Donc c'est assez intéressant. La première chose déjà, si on prend un recul maximum, c'est de voir que on a ici bien la correction par rapport à la crise de 2009, mais qu'ensuite, contrairement aux bourses occidentales, eh bien, on a eu un sursaut, mais que finalement, après, on s'est installé dans une tendance long terme qui était une tendance baissière. Alors, par ailleurs, l'économie chinoise performait quand même relativement bien sur cette zone-là. Je ne saurais pas vous dire pourquoi, mais en tout cas, c'est comme ça que ça se comportait et c'était assez facilement identifiable. Et simplement, d'un coup, quand on est revenu voilà, un petit peu sur les niveaux de fonds de marché post-crise 2008, les investisseurs, ça a un petit peu accumulé. Les investisseurs se sont dit, ah bah oui, au fait, mais pourquoi est-ce que on n'investit pas en Chine alors que pourtant ça fait encore quasiment pas loin des 2 points de croissance annuels. Et on dirait que tout le monde s'est un petit peu réveillé ici, c'est assez rigolo, de manière extrêmement brutale puisqu'on est passé de 2000 points à 5000 points en l'espace de même pas une année. Donc c'est clairement une bulle spéculative. Et il n'y a même pas besoin d'attendre, de constater, vous voyez, cette baisse brutale qui est en train de se produire ici. Pour comprendre que là ça allait éclater, hein. Même quand on était déjà à ce niveau-là, on pouvait commencer. Vous voyez, quand il y a eu la petite pause ici, on pouvait encore se dire bon bah ça y est, ça a compensé, on va dire l'excès de pessimisme au niveau des investisseurs sur les marchés chinois. Et maintenant on est bon, et en fait c'est pas du tout ce qui s'est passé. On dirait que là, au moment où l'équilibrage était fait, il y a des gens qui se sont dit ah oui mais tiens la bourse chinoise bah, visiblement maintenant ça s'est remis à monter et l'économie est encore malgré tout en forte croissance, même si cette croissance ralentit. On est toujours oui la croissance chinoise ralentit et les médias tournent ça d'une façon, et c'est-à-dire les politiques ont la même stratégie. En fait, au lieu de dire si ça monte ou ça descend quelque chose, que ce soit les chiffres du chômage ou n'importe quelle statistique, ils utilisent le même truc, hein, c'est de la triche, pour un peu travestir les chiffres. Au lieu de dire ça monte ou ça descend, ils disent la hausse ralentit ou la baisse s'accélère. Enfin, ils travaillent sur l'accélération et non pas l'orientation. C'est-à-dire qu'on n'arrête pas de dire oui, la croissance chinoise baisse. Non,
la croissance chinoise n'est pas en déflation, elle n'est pas en négatif. Simplement, si elle était de 10% l'année dernière et qu'elle est de 7% cette année, je dis n'importe quoi, c'est beaucoup plus progressif que ça les chiffres. C'était passé de 10 à 7 sur 4 ou 5 ans, je crois. C'est toujours plus 7%, c'est-à-dire qu'elle continue d'augmenter, elle augmente simplement moins vite, mais elle continue encore d'augmenter. Finalement, c'est ça qui est quand même l'élément le plus impactant et le plus significatif. Donc ne vous laissez pas berner quand on dit la croissance chinoise baisse. Vous voyez, il y a une espèce d'opposition entre le terme croissance qui veut dire monter et baisse qui veut dire ça voilà. Donc les politiques disent pareil en disant que le chômage augmente moins vite. Vous savez, en ce moment, les politiques, en tout cas ceux qui sont au pouvoir, disent le chômage augmente moins vite. C'est-à-dire qu'ils utilisent le mot augmenter, le mot moins dans la même phrase, accolés l'un à l'autre. En fait, non, le chômage augmente, donc point barre, quoi. Ok, il augmente moins vite, mais tant qu'il baisse pas, il augmente, quoi. C'est quand même malgré tout l'élément le plus important dans le chiffre à prendre en considération. Bref, fin de la petite aparté. Donc là, il y a des gens qui se sont dit, ok, bah maintenant les investisseurs sont à l'achat sur le marché boursier chinois et l'économie reste malgré tout solide. Donc tous les gens qui sont un petit peu à la bourre ont dû prendre position sur le breakout qui a eu lieu ici. Et c'est à partir de là qu'on a eu un marché boursier qui s'est mis à être complètement décorrélé de l'économie réelle. Ça s'est passé très rapidement, ça s'est passé entre début 2015 et le début de l'été en gros. Et là, ça se met à dégringoler, notamment déjà parce que bon, je pense que l'amorçage du dégringolage, c'était simplement de la correction, où on s'est dit, ouais, ok, on a peut-être un petit peu exagéré là. Et la suite du dégringolage beaucoup plus récent qu'on voit ici, c'est évidemment l'annonce de résultats économiques qui sont pas forcément extrêmement bons, même si c'est, comme je vous le disais à l'instant, encore loin d'être voilà, la récession en Chine. Qu'est-ce que je peux te dire d'autre sur ce graphique? Voilà, donc on va terminer cette première partie donc sur l'analyse des marchés globaux avec donc trois indicateurs particulièrement pertinents que sont donc le cours de l'or, le cours du pétrole et le cours du taux de change euro-dollar. Donc on va commencer de finir avec l'or. Voilà. Donc toujours pareil, on commence par prendre un petit peu de recul. Donc ce qui est intéressant à noter, je sais pas pourquoi il me fait ça, voilà. Avec l'or, c'est commencer par un petit peu essayer de comprendre la dynamique globale donc de la demande de l'or et comment ça s'est traduit au niveau de la cotation. En gros, pour résumer, l'or a tendance à monter, en tout cas ces dernières années, a tendance à monter quand les choses se passent pas très bien et que les gens sont pessimistes au niveau de l'économie. Et au contraire, a tendance à baisser quand l'économie reprend et que la confiance revient, tout simplement puisque comme c'est considéré comme une valeur refuge, quand les choses se passent pas très bien au niveau économique, bah, les investisseurs vendent leurs actions et avec le cash, eh bien, le mettent dans l'or pour protéger un petit peu leur patrimoine. Et leurs avoirs, ou en tout cas celui de leurs clients quand c'est des sociétés d'investissement. Et inversement, quand ça se passe plutôt bien, eh bien, on revend de l'or et avec le cash, eh bien, on achète des actions pour essayer de profiter de l'optimisme et de la hausse, des marchés actions. Donc il y a une corrélation un petit peu inverse dans une tendance globalement positive, malgré le fait qu'on est depuis quand même 4 ans sur une baisse tout à fait remarquable et historique sur l'or. Que personnellement je prends beaucoup de plaisir à shorter. Donc déjà, juste pour faire un petit résumé global, je voulais vous montrer ce mouvement-là, qui est d'abord un mouvement globalement haussier depuis quand même assez longtemps, même s'il y a eu une petite correction ici. Là, on est actuellement dans une tendance baissière, donc avec un point de bascule ici qui est en 2011, et une tendance baissière depuis ce moment-là, malgré le fait que certains vous disent qu'on est toujours en tendance haussière, à cause d'une correction et que machin. En attendant, ça fait 4 ans que c'est en baisse, et tant qu'on n'a pas de preuve du contraire, on est toujours en baisse sur l'or. Il y a une façon très simple pour vous de déterminer dans quelle tendance on est et si la tendance est terminée ou pas, c'est de regarder les nouveaux plus hauts ou les nouveaux plus bas.
Vous voyez que là ici j'ai entouré avec des cercles rouges des nouveaux plus bas qui interviennent régulièrement et de manière assez rapprochée dans le cours de l'or. Vous voyez qu'ici on a un plus bas par rapport au point précédent, un point plus bas ici. Donc d'ailleurs le prix a atteint sur la période une zone plus bas que tout ce qu'il avait atteint précédemment. Un nouveau plus bas ici et encore un nouveau plus bas qui s'est produit encore très très récemment. Donc tant que on n'a pas de preuves qui viennent invalider le fait qu'on est en tendance baissière, et bien par défaut on continue de considérer qu'on est en tendance baissière, et c'est vrai pour la tendance haussière aussi. Tant qu'on n'a pas de preuves concrètes et vraiment pertinentes et réelles, notamment avec les plus hauts, les plus bas, la tendance n'a pas changé, et bien on considère qu'on est toujours dans la même tendance. Et c'est un petit peu voilà, le reproche que je fais à pas mal d'analystes, c'est qu'ils veulent trop anticiper et qu'ils cherchent toujours à trouver les hauts de marché, les bas de marché, pour essayer d'être un petit peu les premiers à vous avoir dit, vous voyez, j'étais le premier à vous avoir dit que ça allait se casser la gueule, j'étais le premier à vous avoir dit que ça allait remonter, etc. C'est vraiment dangereux d'essayer de réfléchir comme ça, et généralement on se trompe plus souvent qu'on a raison. Donc il vaut mieux attendre les preuves de l'invalidation et de considérer qu'on est toujours dans le même sens jusqu'à preuve du contraire. Donc personnellement, jusqu'à preuve du contraire, on est en tendance baissière sur l'or. C'est une vraie tendance, c'est pas juste une correction. La correction, c'était cette zone-là, mais quand là ici, ça c'est reparti à la baisse et que ça a franchi, vous voyez que là, la droite que j'avais tracée ici, à partir de ce point-là, j'ai considéré qu'on n'était plus en correction, mais en baisse. Donc ça, c'est le moment où je me suis dit, on sort de cette zone de range qui peut être considérée comme une correction. Enfin, on sort, la correction, elle s'est terminée, on va dire, quand c'est reparti à la baisse ici. Et là, j'ai considéré qu'on était en range. Là, à partir de ce point-là, j'ai considéré qu'on était en zone baissière. Et tant que j'ai des plus bas qui viennent assez régulièrement, moi, ce que je vais continuer de faire, c'est régulièrement de chercher des points d'achat sur l'or. Donc, si je me rapproche un petit peu, voilà. Ici, ce qui est intéressant, donc, c'est de regarder ce point plus bas là et voir si le prix va le rechercher ou pas. À court terme, regardez comment le prix se comporte par rapport à cette droite de tendance qui est là, qui est bien établie, bien propre. Est-ce que ça franchit à la hausse ou est-ce que ça rebondit une énième fois dessus? Si ça rebondit une énième fois dessus, ça va être intéressant d'aller chercher le point bas et éventuellement son franchissement. Et si ça le traverse, ça va être intéressant d'aller chercher un premier objectif en quête de consolidation qui pourrait arriver, vous voyez, dans cette zone de résistance que j'ai tracée dans un rectangle ici. Voilà pour l'or. En ce qui concerne le Brent, donc pareil, on prend un peu de recul. Le truc qui frappe vraiment avec le Brent à l'heure actuelle, c'est la proximité avec le niveau le plus bas qui avait été atteint suite à la crise de 2008, qui était donc de 37 $. À l'heure actuelle, on est à 49 $, donc on est encore quand même pas tout à fait. Mais ce que ça signifie, cette proximité avec cette, vous voyez, cette forte descente-là, assez régulière, malgré la correction qui a eu lieu ici, c'est que il ne faut pas du tout exclure que le prix peut encore chuter de manière très facilement et très librement jusqu'au niveau des 37 $, qui est donc la résistance, enfin le support historique on va dire, l'ère moderne du pétrole, pour potentiellement derrière plutôt un rebond. Alors moi, d'ici la fin de l'année 2015, j'exclus pas que ça puisse continuer à baisser. Je vois difficilement le Brent franchir les 37 $ parce que vous voyez, il y a quand même une demande de pétrole qui est quand même encore aujourd'hui dans le monde actuel loin d'être négligeable. Donc mon opinion c'est que ça va tenir dans les mois à venir, même si j'exclus pas que ça puisse revenir chercher, vous voyez, cette zone de support là, avec éventuellement donc derrière un rebond qui se situerait dans ce bloc là qui correspond, on va dire, à la zone médiane entre la zone actuelle et ce point là, et la zone médiane entre le haut qui est ici et le bas, on va dire l'évolution, le canal horizontal haussier qui était entre ce point-là et ce point-là. Et donc si je trace un point médian sur la borne haute et un point médian sur la zone basse, ça me fait quelque chose comme ça.
qui peut potentiellement donc être une zone de travail avec cette droite-là bien en tête et le comportement du prix vis-à-vis de ça. Vous voyez que j'ai tracé une baisse ici sur ce point-là et un rebond ici, qui est un scénario relativement probable, même si ça peut très bien stabiliser et aller chercher cette droite de tendance plus rapidement, auquel cas ce sera un signe haussier assez important. Voilà, donc on va terminer cette analyse de rentrée des marchés boursiers donc avec l'euro-dollar, qui est une de mes valeurs favorites pour faire du trading. En commençant toujours pareil, par faire un petit plan, enfin un grand plan d'ensemble, surtout depuis la crise 2008, qui est vraiment une des références en termes de haut et de bas et de comment le prix évolue par rapport. Même si évidemment le taux de change n'est pas du tout régi par les mêmes lois en termes de comportement que le reste enfin surtout le marché action. Tout simplement parce que le marché action globalement est régi par une loi de tendance haussière sur la durée, alors que les marchés de taux de change sont plutôt régis par une loi de retour à la moyenne, c'est-à-dire que ça oscille autour d'un centre de gravité, et ça peut très bien osciller de manière complètement horizontale, puisque le rapport entre une monnaie et une autre, et donc entre une économie et une autre, n'est pas forcément voué à en permanence s'affaiblir dans le temps ou se renforcer dans le temps. Ça peut très bien s'inverser et évoluer au fil du temps. Donc c'est pour ça qu'il y a plus un effet yo-yo horizontal quand on regarde les taux de change en général. Alors là, il y a deux éléments. Si on enlève cette dernière partie ici et qu'on le prend comme ça, on voit bien ici ce yo-yo horizontal autour de ce point pivot là qui est aux alentours de 1,35. En tout cas depuis cette période, depuis la période 2005. Et si on le rajoute cette période-là, là on réaxe un petit peu à la lumière de cette chute-là. Le centre de gravité du rapport de force euro-dollar autour de cette flèche jaune que j'ai tracée ici. Ce qui est intéressant parce que du coup on voit cet effet retour à la moyenne permanent qui continue d'être respecté. Simplement, on l'oriente à la baisse. Donc ça veut dire qu'en gros, entre 2008 et 2015, globalement, le rapport de force entre l'économie européenne et l'économie des États-Unis s'est fait donc à la faveur de l'économie américaine qui est reparti à la hausse depuis la crise de manière plus rapide que l'économie européenne, et ce différentiel évidemment se traduit notamment dans le taux de change entre les deux zones économiques. Donc c'est intéressant d'avoir d'essayer de toujours tracer un point central. C'est pas forcément très intéressant sur les marchés actions. Par contre, c'est très intéressant de le faire sur les taux de change et donc le forex. On a ici vraiment une zone qui a fait office de support pendant très très longtemps. Donc c'est intéressant toujours de projeter tout ce qui fonctionne pendant très longtemps. C'est intéressant de le projeter dans le futur et voir par la suite si le prix y revient. Ça peut servir d'objectif, ça peut servir de stop, ça peut servir de point, de zone d'analyse critique et de regarder comment le prix se comporte juste à ce moment-là pour rentrer en position. Ça sert à beaucoup de choses différentes. J'ai essayé aussi de tracer une zone un point pivot d'équilibre, vous voyez, qui est cette flèche jaune là ici. Depuis le bas de marché qui est ici, enfin c'est pas vraiment un bas de marché, mais depuis le point le plus bas atteint ici par l'euro-dollar, avec voilà une reprise progressive et timide de l'euro-dollar en direction d'un objectif qui pourrait être celui des 1,20, puisque ça correspond au support dont je vous ai précédemment parlé. Donc là, on prend la borne haute, on va dire, de ce canal un petit peu qui s'écarte, la borne basse. On trace quelque chose entre les deux et on regarde comment le prix va s'enrouler autour de cette zone centrale, tantôt au-dessus, tantôt en dessous, avec des bornes basses et des bornes hautes. Donc pour l'instant, mon tracé est relativement respecté. Il a tendance quand même à ralentir dans cette deuxième partie-là, donc ça va être très intéressant de voir au contact surtout de la borne basse si ça continue d'être respecté et si ça repart à la hausse ou pas, ce qui pourrait nous permettre de nous conforter dans essayer de chercher un objectif aux alentours des 1,20
pour la fin de l'année 2015. Et si c'est franchi, là ça pourrait sentir un petit peu plus mauvais. Mais je vois difficilement comment l'euro-dollar pourrait rebaisser et refaire un nouveau plus bas dans l'année qui vient, quoi. Clairement. Et en tout cas, je ne le souhaite pas, je l'espère pas. Ça me paraît quand même assez peu probable. 1,04, c'est quand même vraiment, vraiment bas. Donc je pense qu'on va rester moribond, voire légèrement à la hausse. Et je vais essayer de travailler sur ces zones critiques-là, en tout cas d'ici la fin de l'année. Je vais clôturer cette vidéo ici parce que en fait je voulais faire à la base une seule vidéo dans laquelle j'allais basculer ensuite sur les stratégies à adopter par rapport à la situation de marché à l'heure actuelle en fonction de si vous utilisez des stratégies court terme, moyen terme, long terme. Je vais faire cette vidéo mais je vais faire une deuxième vidéo, donc soit je la publierai le lendemain ou le surlendemain, soit ce sera une deuxième vidéo que je mettrai toujours dans la même page mais plus bas. Je pense que je vais publier en 2 temps. Parce que là, ça fait déjà 1 heure, donc c'est vraiment le maximum pour une vidéo et même pour les longues vidéos. Donc probablement ce que je vais faire, c'est que donc, je vais finir cette vidéo-là sur ça. Donc ça vous permettra de réagir déjà par rapport à ce que j'ai dit au niveau de l'analyse pour rester monothématique. Et je vous proposerai donc demain ou le lendemain ou le surlendemain de la publication de cette vidéo une deuxième vidéo dans laquelle je vais vous expliquer comment ajuster vos stratégies de trading en fonction de la situation de marché actuelle qui est donc plutôt une situation baissière et comment est-ce qu'on ajuste un petit peu les stratégies dans les situations de crash, de crise ou même des situations simplement de forte correction comme c'est le cas actuellement. C'est finalement relativement facile une fois qu'on sait comment procéder, donc je vous expliquerai ça. Et comment, par rapport aux différentes stratégies que j'enseigne, il faut vous comporter et ça peut être ajusté. Donc ce que je pense que je vais faire, parce que du coup je réfléchissais en même temps que je vous disais ça, c'est que je vais probablement publier cette vidéo jeudi matin, parce que là on est mercredi après-midi, je voulais la publier aujourd'hui, mais je trouve ça pas très intéressant de publier une vidéo en fin de journée, je préfère en début de matinée, donc je vais la publier demain matin, donc vous l'aurez jeudi matin. Et la deuxième vidéo que je voulais faire normalement à la suite, mais là ça va être trop long, je vous la proposerai probablement lundi matin. Ça me paraît plus judicieux de vous présenter ce timing-là. Voilà, moi je vous souhaite en tout cas une bonne rentrée et je vous dis donc à lundi matin pour la vidéo suivante, toujours sur Cercle Bourse, donc toujours gratuite, où je vais vous expliquer comment en fonction des différentes stratégies que je vous enseigne, ou même des différentes stratégies que vous utilisez vous par ailleurs, mais en fonction on va dire du court, moyen ou long terme, comment vous pouvez adapter ça dans un marché qui est baissier, que ce soit une simple correction ou carrément un crash. C'est le même comportement, voilà. Je vous dis à très bientôt, salut.